« 7 décembre 1941. En 3 vagues d'assaut, l'aéronavale japonaise parvient à atteindre la base de la flotte américaine du Pacifique, la 3e flotte, et à détruire plusieurs de ses plus grands cuirassés, plus de 150 appareils cloués au sol et plusieurs dépôts d'essence d'importance stratégique. Par suite d'une erreur de transmission de Tokyo, la déclaration de guerre, qui devait précéder de quelques minutes l'attaque elle-même, ne sera délivrée par l'ambassadeur Kisaburo Nomura à Washington que quelques heures plus tard, accentuant le sentiment de fourberie nippone. Le lendemain 8 décembre, c'est un congrès américain unanime qui déclare la guerre au Japon. Hitler prend alors les devants et se déclare lui-même en guerre avec les États-Unis. La guerre est désormais mondiale. Les conséquences très rapides et décisives de Pearl Harbor sont faciles à repérer. Effondrement des empires coloniaux en Asie et transformation des États-Unis en grande puissance militaire quasi instantanée. En revanche, le chemin en amont qui mène à ce dénouement, parmi les plus dramatiques d'une époque pourtant riche en épopées, ce chemin reste largement à explorer. Ainsi faut-il nous interroger sérieusement sur ce que voulait le président Roosevelt avant Pearl Harbor. Pour le président des États-Unis, il s'agit avant tout d'arrêter Hitler. Certes, Roosevelt a activement détesté le régime nazi dès son arrivée au pouvoir, mais cela ne signifie pas qu'il ait envisagé tout de suite, avec gaieté de cœur, une nouvelle guerre avec l'Allemagne aux côtés de la France et de l'Angleterre. Jusqu'en 1938, il pratique un appeasement nuancé, proche de celui de Londres, mais à condition, c'est sa différence avec Chamberlain, que le régime nazi soit fermement dénoncé dans son idéologie et ses produits d'exportation activement boycottés. Mais après le triomphe des nazis à Munich, Roosevelt change de point de vue et le pacte germano-soviétique d'août 1939 le décide entièrement à s'engager. La première ligne de défense des États-Unis se situe bien en Europe. Reste à faire partager cette conviction à l'opinion américaine. Malheureusement, cette opinion n'a pas évolué au même rythme. Et certains à droite et même à gauche manifestent leur admiration pour les dictatures d'Hitler et de Mussolini ou dénoncent le complot belliciste de Wall Street et de la City de Londres. Il va donc falloir ruser face à l'isolationnisme, une fois la deuxième réélection assurée à l'automne 1940. L'invasion de la Russie soviétique en juin 1941 précipite le cours des choses. Les spectaculaires désastres subis par l'armée rouge inquiètent au plus haut point Roosevelt, qui désormais cherche à hâter de jour en jour le moment de son entrée en guerre. À partir de juillet 1941, le compte à rebours a commencé. Les mesures que prend Roosevelt sont alors des provocations délibérées ou des actes de belligérance qui devraient en temps normal conduire Hitler à répondre par la guerre. Occupation militaire du Groenland danois, relève des troupes britanniques en Islande, déploiement de navires de guerre dans l'Atlantique pour accompagner les convois en direction de la Grande-Bretagne jusqu'à mi-parcours, ces navires sont autorisés à faire usage de leurs armes contre les sous-marins allemands. Pourtant, Hitler, qui au même moment avance inexorablement en territoire soviétique, feint de ne pas voir ces provocations américaines. Il a tout sauf besoin d'une entrée en guerre des États-Unis. Dès lors, Roosevelt choisit délibérément la fuite en avant
et signe le 14 août 1941 à Terre-Neuve, avec son ami Winston Churchill, un manifeste solennel pour reconstruire le monde sur des bases démocratiques qui impliquent naturellement la défaite du nazisme, la charte de l'Atlantique. Mais Hitler ne réagit toujours pas, bien qu'il s'agisse de la véritable entrée en guerre des États-Unis, 4 mois avant Pearl Harbor. Roosevelt, sentant les réticences de l'opinion pour une guerre germano-américaine, est mis en échec par l'absence de réaction d'Hitler et contraint dès ce moment d'avancer par un autre biais pour hâter le conflit. C'est alors qu'il se tourne vers le Japon dans le but de se retrouver de proche en proche en guerre contre l'Allemagne. La guerre ouverte contre les Japonais est en effet très populaire à gauche, où l'on soutient volontiers les victimes chinoises de l'expansionnisme nippon, mais relativement acceptable à droite aussi, où l'on supporte mal l'arrogance de ces Japonais tenus pour racialement inférieurs. De leur côté, où en sont les Japonais en 1941? Et plus précisément, veulent-ils la guerre? Il est bien entendu que le régime japonais est parfaitement belliciste et conquérant. La guerre est pour lui un moyen tout à fait légitime. Reste que depuis 1936, le Japon ne souhaite pas s'engager tête baissée dans un assaut frontal contre l'Amérique. Depuis cette date, en effet, l'empereur Hirohito et son principal conseiller, le prince Konoye, ont favorisé une politique prudente à l'égard de l'Allemagne nazie. En mai 1941, le Premier ministre Matsuoka rend la monnaie de leur pièce aux nazis qui avaient lâché le Japon pour l'Union soviétique stalinienne en 1939, en signant un pacte de non-agression avec Moscou. Fort de cette politique, le gouvernement japonais pense avoir les mains plus libres en Asie et occupe au printemps l'Indochine, tout en y maintenant l'administration coloniale française. C'est une indication de ce qu'il souhaiterait obtenir des anglo-saxons sans combat: l'accès illimité au pétrole de l'Indonésie néerlandaise, sans occupation totale, en échange d'une neutralité maintenue du Japon dans la guerre qu'inévitablement, Anglais et Américains devront livrer à l'Allemagne en Europe. À ces ouvertures japonaises, néanmoins menaçantes sur le fond, c'est Roosevelt qui répond par une fin de non-recevoir totale et tente plusieurs percées provocatrices, envisagées dès l'automne 1940 par un mémorandum secret de son conseiller, le commandant McCallum, du service de renseignement de la marine. En mars 1941, Roosevelt décrète donc un embargo sur le pétrole et les produits ferreux américains et il donne le feu vert à une série d'actions destinées à créer un incident naval majeur. Ce plan, baptisé Action D, consistait à faire croiser quelques navires américains à proximité immédiate des côtes japonaises. Le 31 juillet 1941, 2 croiseurs américains échappent de peu au bombardement à quelques milles de l'île de Shikoku, dans les eaux territoriales japonaises. Hélas, Tokyo se contente d'une protestation et continue obstinément de négocier avec Washington selon les desseins de l'empereur. Autrement dit, Roosevelt cherchait à provoquer les Japonais autant que les Allemands, et à cette date de l'été 1941, ni les uns ni les autres n'étaient tombés dans le piège. Au même moment, l'armée rouge était en retraite sur tout le front. Si Staline déposait les armes, Churchill serait déstabilisé en Angleterre et une paix précaire s'ensuivrait, totalement dessinée par l'Allemagne nazie et le Japon impérial. C'est donc bien l'attaque surprise des Japonais sur Pearl Harbor 3 mois plus tard qui va sauver Roosevelt et le monde. Pourquoi un tel revirement de Tokyo? C'est l'un des paradoxes les plus extraordinaires de toute la guerre. Ce sont les victoires spectaculaires de Hitler en Russie qui renverse la donne au Japon. L'état-major de l'armée de terre, dirigé par le maréchal Hideki Tojo, fortement pro-allemand, fait pression sur l'empereur pour qu'il entre en guerre. Assez tergiversé, la guerre va se finir incessamment, comme en 1918, sans que le Japon y ait pris part. Il ne restera plus que quelques miettes au festin des vainqueurs. Mais l'empereur accepte avec réticence l'entrée en guerre et sous une forme limitée. Le plan est le suivant. Une attaque surprise en Asie du Sud-Est pour s'emparer du pétrole de Bornéo et de Birmanie et infliger une série de défaites aux Anglais sera effectivement préparée par un coup d'audace des porte-avions contre Pearl Harbor. Mais sitôt l'objectif atteint, le Japon se placera sur la défensive
et n'attaquera toujours pas, pour l'instant, l'Union soviétique. Ce revirement surprenant l'était-il aussi pour Roosevelt. Roosevelt dispose depuis l'automne 1940 des progrès foudroyants réalisés par les services de décryptage américains. Ceux-ci lisent le code diplomatique japonais, dit code pourpre, et bientôt le principal code naval. Il apparaît donc que les intentions japonaises aient été très tôt décelées. Les systèmes de détection tactique anglo-américains dans le Pacifique ont également repéré assez vite la manœuvre principale de l'amiral Yamamoto, faire mouvement à la flotte des porte-avions par le nord. Alerté, l'amiral Husband Kimmel, chef de la flotte du Pacifique, avait envoyé les porte-avions, ses navires les plus précieux, en mission de reconnaissance au large. Pas un seul ne sera endommagé. L'effet de surprise japonais n'était donc pas total. Le président est-il allé plus loin? A-t-il délibérément sacrifié ses cuirassés pour entraîner enfin le peuple américain dans la guerre? À cette ultime interrogation, il faut en fait répondre par oui et non. Tout indique que Roosevelt a pendant 3 mois tout fait pour maintenir le Japon dans sa résolution guerrière. Il savait que Pearl Harbor serait attaqué. Il savait que la flotte de Yamamoto était en route. Mais, comme tout le monde, il sous-estimait les capacités destructrices de l'aviation embarquée et n'imaginait pas se retrouver, au soir du 7 décembre, à la tête d'un tel bilan. Et c'est pourtant ce bilan terrible qui permet, au lendemain de Pearl Harbor, de renverser totalement le courant. L'Amérique entre en guerre dans l'unanimité, et Roosevelt peut tout obtenir de son opinion, une accélération formidable de l'effort de guerre, un soutien clair à l'Angleterre et à l'Union soviétique, et la mobilisation d'une immense armée qui va s'avérer l'instrument de libération d'une grande partie du monde. Désespéré par la résistance soviétique aux portes de Moscou, Hitler déclare la guerre à son tour, croyant qu'Hirohito lui rendra la politesse en dirigeant rapidement son armée sur la Sibérie. Le 10 décembre 1941, malgré un long et cruel chemin, le monde est sauvé. Probablement par la ruse terrible de Pearl Harbor. La grandeur de Roosevelt éclate peut-être davantage que jamais dans le courage obscur de ce moment machiavélien, de la réussite duquel tout dépendait alors.